Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler du coaster transportable le plus imposant du monde. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur Instagram @edbattraction pour ne rien louper. La montagne russe dont je vais vous parler aujourd'hui est très réputée dans le monde des coasters enthousiastes. D'une part car c'est le coaster transportable le plus grand du monde et d'autre part car son layout, autrement dit son parcours, représente les 5 anneaux olympiques. D'où son nom, l'Olympia Looping. Il est opéré par la famille Barth, c'est-à-dire qu'il est détenu par eux, que c'est eux qui vont l'exploiter, le déplacer, le stocker, etc. C'est donc une attraction qui va pouvoir être déplacée de foire en foire, donc d'événement en événement, un peu comme un flat ride dans une fête foraine, on peut nommer là les boosters, même si ici, bon, c'est quand même un truc beaucoup plus imposant. C'est pourquoi il va rester très longtemps au même endroit dans la même foire, car son déplacement nécessite une logistique d'ampleur et coûte beaucoup d'argent. Il ne peut pas prendre place dans toutes les fêtes foraines, de par sa taille, c'est pourquoi il va être principalement dans les événements avec le plus de visiteurs, avec le plus de fréquentation. Il apparaît donc, entre autres, en Allemagne à l'Oktoberfest, au Prater de Vienne, mais également au Winter Wonderland à Londres. C'est une machine qui va graviter principalement en Allemagne, dans la mesure où la famille qui l'opère est allemande, que les fêtes foraines allemandes sont bien plus imposantes, bien plus grandes que ce qu'on connaît ici en France. Et donc c'est vrai que chez nous il n'y est jamais allé, il n'ira sûrement jamais, dans la mesure où on n'a pas cette culture fête foraine, comme on n'a pas vraiment cette culture parc, qui est bien plus présente en Allemagne. L'histoire de ce coaster débute en 1983, à l'époque Rudolf Barth projette de construire un coaster transportable unique. À l'aide de Werner Stengel et Anton Schwarzkopf, deux illustres personnages du domaine des parcs, ce sont des ingénieurs dans les coasters dont je parlerai plus tard dans un prochain EDB World, ils designent tous ensemble l'attraction pour ensuite la faire construire par la société qui se nomme BHS, une petite entreprise de construction de montagnes russes qui sera ensuite rachetée par Mörers Ride, une société bien plus imposante et bien plus connue dans le domaine. Petite parenthèse, Anton Schwarzkopf aurait pu construire cette attraction dans la mesure où il détenait une société de construction, et d'ailleurs ils ont inondé le marché des attractions dans les parcs, mais notamment des attractions foraines qui sont transportables. Donc vous avez le Jetstar, vous avez plein d'attractions comme ça, donc moi j'ai pu en faire une fois, et franchement c'est vachement bien comme attraction, c'est très vieux, ok, mais ça garde une bonne âme, voilà, on a un bon sentiment quand on est dedans, et ça c'est cool. Sauf que là il est en qualité d'ingénieur dans la mesure où sa société a fait faillite et a fermé quelques années plus tôt. L'Olympia Looping sera construit de 1985 à 1988 pour enfin ouvrir en 1989. C'est lors de l'Oktoberfest, la fête de la bière qui se déroule à Munich en Allemagne, qu'est ouvert au public pour la toute première fois l'Olympia Looping. Il fait 32 mètres de haut, 1250 mètres de long, atteint les 80 km/h et possède 5 inversions. Son système d'ascension est un lift à pneus et si vous voulez en savoir plus sur cette technologie, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Il possède d'ailleurs un deuxième lift très court, toujours à pneus, qui est en lieu et place d'une zone de frein qui permet d'arrêter le train si besoin. Il peut fonctionner avec 5 trains au maximum à l'aide de ces 4 zones de freinage bloc. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette zone de freinage bloc et donc comment fonctionne un coaster quand il a plusieurs trains sur son parcours, je vous renvoie vers la fiche qui se met juste au-dessus. Mais il a la particularité de pouvoir moduler son nombre de wagons afin de s'adapter à la fréquentation qu'il y aura dans telle ou telle foire. Wagons qui accueillent chacun 4 riders. C'est pourquoi on peut le voir soit avec 5 wagons pour un total de 20 passagers par train, soit avec 7 wagons pour un total de 28 passagers. D'après mes recherches, il est annoncé comme ayant un rendement monstrueux de 3300 personnes par heure, et ce avec 7 wagons par train, 5 trains, et donc un départ toutes les 30 secondes. En réalité, on tourne plus autour des 2500 personnes par heure, ce qui reste excellent, surtout pour un coaster transportable, mais il faut savoir que voilà, ce nombre de passagers maximum qui est annoncé quand on vend une attraction, en général il est jamais atteint si ce n'est que très rarement, et dans certaines conditions, déjà parce qu'il faut que l'attraction puisse avoir un système d'embarquement et débarquement qui est différencié, c'est-à-dire qu'à un endroit le train va se vider de ses passagers et d'un autre endroit il va se remplir, ce qui permet de faire deux choses en même temps. Vous avez aussi le comportement des visiteurs, si les gens ils vont doucement, si voilà, s'ils n'osent pas tout à fait monter dans l'attraction, s'ils ont un peu peur, s'ils n'ont pas vraiment leur repère, ils ne savent pas comment s'attacher, etc. Et ça fait perdre du temps, donc on peut rarement atteindre le rendement maximum. Et donc il faut aussi également beaucoup d'opérateurs. Je vais prendre l'exemple d'Osiris. Osiris, il est annoncé pour 1600 personnes par heure, il l'atteint que très rarement, et quand il l'atteint, croyez-moi, il y a beaucoup d'employés. Il y a des gens qui vont placer les gens avant les barrières, et surtout, ça va être donc
très un peu anxiogène pour le visiteur dans la mesure où ça va beaucoup gueuler, il va y avoir des annonces, départ dans 10 secondes, départ dans 15 secondes, des messages dans tous les sens. Donc voilà, c'est pas forcément les meilleures situations quand on est dans une gare. C'est vrai que ça permet d'avoir un super rendement, d'attendre le moins possible et Astérix sait très bien faire ça. Enfin, en tout cas, en 2019, il savait bien le faire. C'est vrai qu'en 2020, c'était un peu moins le cas, mais bon, le Covid, on peut comprendre que ça gêne un peu le rendement. Mais c'est vrai que voilà, le nombre de personnes par heure annoncées est assez différent du réel. Là, j'avoue que le annoncé était peut-être un peu optimiste, il peut, je pense, être réalisable, mais pas dans des conditions d'exploitation normales. On peut, je pense, lancer un train toutes les 30 secondes, avoir 3300 personnes par heure, mais en fait sans visiteurs, dans la mesure où on ne pourra pas ensuite conjuguer cette exploitation avec, voilà, encore une fois, l'aspect visiteur, l'aspect qu'on ne connaît pas en fait, les gens, comment ils vont réagir, etc. Bref, comme vous le savez, j'affectionne tout particulièrement les coasters à haut rendement, c'est pourquoi cette attraction m'intéresse tout particulièrement et j'espère la rider un jour. Mais surtout, voilà, je trouve que c'est du bon sens, ça permet de moins attendre que ce soit dans un parc ou dans une fête foraine ou dans un autre événement qui accueille une attraction. C'est vrai que voilà, ça permet juste de passer une meilleure journée, de pouvoir faire plus d'attractions, et ça c'est tout bénef quand on est visiteur. Mes amis du site Coaster Rider ainsi que Maxime de Thames Park Rider, la chaîne YouTube, ont eu l'occasion de tester cette attraction emblématique, et donc si ça vous intéresse, je vous mets en description leurs vidéos, leur site, etc., leurs articles, ça peut être un complément. Donc si ça vous intéresse, tout est en description, puis pourquoi pas aller leur poser la question de comment est l'attraction, quel est leur ressenti dedans, etc., est-ce qu'ils l'ont apprécié, et donc échanger avec eux et découvrir par ce biais-là leur travail. Malheureusement, il faut savoir que le forain Rudolf Barth qui exploitait l'attraction Olympia Looping est décédé il y a peu, en juin 2020, à l'âge de 80 ans. C'est Otto Barth, le fils de Rudolf, qui reprend l'exploitation de l'Olympia Looping, et c'est quelque chose de très courant dans le monde forain, de se transmettre les métiers de génération en génération. Par ailleurs, Rudolf était surnommé le Seigneur des Anneaux en référence à sa machine, et c'est dire à quel point cette dernière était importante, que ce soit dans le monde forain ou même dans cette famille-là. Et c'est vrai parce qu'ils avaient plusieurs métiers en exploitation, mais c'est cette attraction-là qui était la référence. Et donc voilà, ça montre à quel point elle était imposante dans le domaine. Cette forme si particulière que nous propose le layout cache plusieurs informations techniques. Déjà, vous l'aurez compris, le but était de disposer 5 loopings à la manière des anneaux olympiques avec les mêmes couleurs et ensuite les relier afin que ça fasse un parcours complet et que l'attraction soit rideable. De plus, il fallait que ces ramifications en quelque sorte laissent les anneaux apparents en façade. Bien qu'imposant, il est donc très compact, ce qui est tant mieux car il peut plus aisément rentrer dans les foires, en tout cas les foires qui ont l'espace pour ça. Mais avez-vous remarqué la forme assez particulière des loopings qui se rapproche dangereusement d'un cercle parfait? Car en effet, plus un looping sera de forme ronde, plus les jets à l'intérieur de ce dernier seront prononcés. C'est pourquoi les tout premiers loopings qui sont apparus dans l'histoire procuraient des forces G de l'ordre de 7 à 12 G, ce qui est énorme et n'est plus tolérable aujourd'hui dans une montagne russe. Et à la fin, en fait, on s'est mis à designer de mieux en mieux les loopings et de les faire un peu plus en forme de goutte d'eau qu'en forme de cercle parfait. Et c'est vrai que c'est pas plus mal. On prend donc jusqu'à 5,2 G dans le museau quand on ride l'Olympia Looping. C'est à la fois une quête de sensation, car on va avoir plus de G, donc plus de force, et ça va différer des autres attractions qu'on connaît, mais également un besoin de réalisme pour coller au mieux avec les anneaux olympiques. Ce monstre de métal pèse 900 tonnes, et par comparaison, on peut prendre Abyssus qui ouvrira cette année à Energylandia, qui pèse lui 915 tonnes, ce qui est déjà énorme, mais le coaster est bien plus élancé, bien plus grand en termes de superficie au sol, mais c'est vous dire à quel point, bien que compact, l'Olympia Looping est très lourd. Au passage, et si ça vous intéresse, j'ai fait un EDB World sur Abyssus qui s'affiche juste au-dessus. Pour simplement monter l'Olympia quand il arrive sur une foire, il faut compter pas moins d'une semaine avec 10 personnes qui travaillent dessus. Son déplacement, lui, nécessite une logistique folle. Par la route, c'est 60 camions. Le prix du transport, donc du déplacement de l'Olympia Looping, avoisine parfois les 80 000 €. Vous comprendrez pourquoi il ne bouge que très peu et se rend principalement dans les foires les plus grandes. De plus, tous les hivers, il est révisé et donc entretenu, ce qui est tout à fait normal et surtout légal, et cela coûte à peu près 200 000 €. Je trouve magnifique avec ses couleurs, sa forme et donc son layout, ainsi que pour ses noms qui apparaissent au sommet des fêtes foraines où daigne se rendre l'Olympia Looping. Car généralement, il est positionné de manière très stratégique au bout d'une allée très fréquentée et il va dominer la foire, il va être là, posé, et vraiment en mettre plein la gueule à tous les visiteurs, et c'est généralement l'attraction la plus fréquentée, la plus intéressante quand on se rend dans ces différents événements. C'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!